Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Père Joseph Wrezinski. On dit, ils sont dans leur misère, ils se plaisent dans leur misère. Non, dans la misère, on s'y plaît pas. C'est pas vrai. La misère a le bol. On n'en veut plus de la misère. On est là, qu'on veut vivre, qu'on veut avoir nos droits. Hein? Le droit au logement, le droit au travail, le droit au métier, le droit au savoir, surtout le droit au savoir. Les gens du quart-monde ont une grande fierté. Et c'est cette fierté-là, justement, qui nous permet de crier au monde entier que le quart-monde est digne. Dans les pays riches, comme dans les pays pauvres, dans les chemins cachés ou les bidonvilles, partout sur la terre, des familles, des hommes, des femmes, des enfants, vivent dans la misère. Une misère qui commence là où se trouve la honte, quand ces hommes et ces femmes ne sont plus respectés. Des familles entières survivent et s'épuisent à trouver au jour le jour le peu qui leur fera attendre demain. Des familles isolées, exclues, privées des droits élémentaires comme ceux d'avoir un toit, de manger à sa faim, de se soigner ou d'aller à l'école. Des familles qui n'ont pas la parole. Des familles qui ne comptent pas. Des familles qui malgré tout résistent sans jamais être reconnues. De tout temps, des hommes se sont battus pour aider ceux qui manquent de tout. Aujourd'hui, pourtant, une histoire nouvelle commence, parce qu'un homme né dans la misère s'est levé pour rassembler son peuple. Avec le père Joseph Wrezinski, fondateur du mouvement ATD Quart-Monde, les familles les plus pauvres ont décidé de graver dans le marbre leur histoire, d'affirmer et de sceller dans la pierre leur détermination de lutter contre la misère. Une plaque de marbre va devenir le symbole du courage de ces millions d'hommes et de femmes qui souffrent de leur sort et qui ont soif de dignité. Tu vas comme ça, tu ne veux pas ton bébé, tu ne veux pas ton maison. C'est à côté là. Ah ouais, c'est à côté. Allez, bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon grand, hein. À tout à l'heure. J'ai des fils électriques, je le brûle. Et puis s'il y a de la ferraille, je l'enlève. Je le mets dans un seau, puis après je le mets dans un sac pour aller le livrer. Si je fais des trucs comme ça, c'est pour eux, c'est pas pour moi. C'est pour leur donner à manger et tout. Surtout pour qu'ils aient quelque chose aussi à Noël. C'est déjà ça. Même que je gagne pas beaucoup, mais je peux le mettre de côté pour leur acheter un jouet à chacun. Je vois qu'ils aient un avenir mieux que le mien. Qu'ils aient quelque chose qui soit bien instruit et tout. Hein. Et puis il n'y en a plus beaucoup, hein. Touche. Ça va? Ouais, ça va.
Pas d'eau, pas d'électricité, enfermé dans ces murs pourris là. S'il pleut pas, on n'a pas d'eau. C'est important l'eau. Ah oui, surtout l'eau, oui. C'est plus important qu'autre chose. Hein. C'est le principal. Hein. C'est pourquoi? Rien que pour les laver, bon bah pour les laver, pour laver le linge, tout ça. La plupart du temps, mon grand il va pas à l'école parce que je peux pas laver, il n'y a pas d'eau. Ça fait que des fois il manque l'école. Enfin, j'essaye de faire le possible pour pas qu'il manque. Enfin, je vais pas l'envoyer ça à l'école non plus. Hein. On vous a fait des réflexions déjà? Pour qu'il ait été sale et tout? Ah non, jamais. Non, non. À l'école, non. Et à chaque fois que je les sors, ils sont propres. C'est important l'école pour vous, pour vos enfants? Ah bah oui, hein. Faut qu'il y aille, n'importe comment. Sinon, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est bien d'avenir qu'il s'agit. Mais qui sont-ils? D'où sont-ils? Ils pourraient habiter tous les pays du monde à un quelconque moment de leur histoire. Comme tous ceux qu'on croit de nulle part, ils sont de partout et de toutes les époques. Ils traversent nos chemins en silence, sans nom, sans adresse, sans attache, sans logis. À un moment, on les croit sans travail, à un autre sans enfant, chassés d'ici ou de là. Pourtant, ils indiquent une route nouvelle vers la rencontre de deux mondes qui s'ignorent. Le marbre qu'ils ont décidé de graver symbolise aussi cette volonté de rencontre, cette volonté de se faire entendre. Chaque coup de burin, chaque mot gravé est une affirmation. Les familles du quart-monde ont quelque chose à nous dire. Parce qu'elles seules vivent l'injustice et l'exclusion dans leur chair, tous les jours, elles seules peuvent nous montrer les chemins pour les vaincre. Ce qui était le plus dur pour moi quand je vivais en caravane, c'est le mépris des gens. Ils ne comprenaient pas que j'avais quitté un pavillon et puis habitais en caravane à quelques numéros plus loin dans la même rue. Et puis alors moi, ce qui me rendait malade surtout, c'était leur mépris, leur indifférence. Je trouvais qu'ils n'avaient pas à me juger, puisque moi je me jugeais déjà moi-même. Vous savez, dans un couple, on ne se connaît pas directement. Il y a toujours, comme on dit, un peu une face cachée. Bon, bien, je dirais que dans la misère, c'est pareil. Les gens qui n'ont pas connu la misère, ils ne peuvent pas vraiment comprendre les miséreux. Comprendre la misère. Ce marbre, qui continue d'être gravé avec patience et détermination, va devenir un véritable défi. Connaître les causes de la misère, s'attaquer à ses racines. Au fur et à mesure de leur cheminement avec des femmes et des hommes qui leur ont fait confiance et qui les ont compris, les familles du quart-monde ont pu revendiquer leurs droits et exprimer leur refus absolu de toute forme d'assistance. C'est quand même du cœur, c'est comme la guerre 40. Et on voit toutes ces... Bon, alors on voit Soucar, Sécu, et puis tous ces gens anonymes qui passent, qui nous regardent comme des pestiférés, tout ça. Mais si on est reconnu par notre travail, ou nos enfants sont reconnus par leurs écoles et tout ça, faut pas croire, hein, c'est tout un... On engage toute notre famille derrière. On engage tout notre avenir aussi. Parce qu'un coup qu'on est repéré une fois, ben, on ne sait plus, on dit, mais ceci, elle ne fait pas d'effort. Il faut que les gens savent que malgré ce qu'il y a, ces trucs-là, les familles du quart-monde font des gros efforts. On y va, quoi. On a le cœur gros quand on rentre, on a envie de le cacher. C'est... Je sais pas, moi, ça fait honte, c'est honteux, quoi. Je trouve que c'est encore honteux à l'époque qu'on est, dans un pays comme le nôtre, quoi. Je trouve que c'est honteux. En fait, c'est mal... Dans le temps, c'est vrai qu'on nous donnait les vêtements, mais moi j'ai vu ma mère dans le temps, c'était des pulls en laine. C'était pas grand-chose, mais ça tient chaud. Ma mère les détricotait pour refaire. Comme ça nous permettait de dire, la maman l'a acheté. Alors c'était pas vrai, mais comme le pull était refait d'une autre façon, avec la laine qu'elle tricotait, ça se voyait pas. Et pour nous, on était contents parce qu'on faisait croire quand ma mère nous l'avait acheté, alors que nous, on savait très bien qu'elle l'avait pas acheté.
J'avais toujours un manteau qui, bon, pour l'âge de 10 ans, qui était du 38 ou du 40. Alors j'avais l'air d'une godille. Quoi, je trouve que... Et ça m'a profondément marqué, quoi. Et même quand j'allais pour aller à l'école, ben, je ne pouvais pas apprendre l'école. Je me voyais toujours en ce manteau, ces habits, la maîtresse qui me regardait. Ça m'a toujours oppressée, et c'est ce qui m'a fait rater un peu l'école. Parce que je suis sûre que je n'étais pas plus bête qu'une autre, mais et les familles, les enfants, des fois, ne sont pas plus bêtes que les autres. Mais en fait, ils sont tellement humiliés déjà à l'intérieur de l'école, en fait, aussi, et ben, ça te poursuit toute ta vie. Tout ce que tu aurais pu faire comme tous les autres gamins, apprendre, et ben ça, tu peux pas, parce que tu portes le poids de la misère sur toi. L'air de te faire ressentir constamment. Et vous? Je trouve qu'on a notre dignité. Vous savez, on n'est pas des gens riches, on n'aime pas la pitié. Et mais par contre, on respecte notre dignité. Et ça, on tient que les gens nous le respectent. On le dit souvent chez nous quand on a des réunions. On dit on veut être respecté, on veut notre dignité. Parce qu'on a le droit à la vie comme tout le monde. On a le droit d'être regardé haut. Moi, je me rappelle ma mère quand elle nous amenait au secours catholique dans le temps pour aller chercher une paire de chaussures quand elles étaient trop usées. D'abord, elle nous donnait toujours une pointure plus grande parce qu'elle nous répondait, la dame, gentiment, « Ah ben, ça te durera plus longtemps dans les pieds. » Alors que nous, on savait très bien qu'on aurait eu mal aux pieds pour marcher avec ça, mais enfin, moi, c'était mieux que rien. Ma mère me disait toujours, « Quand tu vas ressortir de ce bureau, t'es prié de lever la tête parce qu'il ne faut jamais baisser la tête devant quelqu'un. Et même si on est pauvre, on doit lever la tête. » Et ça, je l'ai toujours appris. Même si j'ai eu des déceptions dans ma vie, j'ai toujours levé la tête. Je dis, je ne baisserai jamais la tête. Et j'apprends à mes enfants la même chose. Je leur dis même, lever la tête, parce qu'on doit avoir une dignité pour nous. Je viens de faire un grand silence, parce que c'est extraordinaire, le témoignage... Ces réunions sont de véritables universités populaires du quart-monde. Fondées par le père Joseph Wrezinski, ce sont des lieux de rencontre et d'expression. Il en existe dans le monde entier. Nous pourrons obliger le pays à changer. Chacun peut faire part de ses idées pour changer la vie impossible qu'il mène. Chacun peut dire la fierté et le besoin d'être acteur de sa propre vie, d'être reconnu citoyen à part entière. Ici encore, les familles pauvres parlent de leurs enfants, de leur avenir. Elles expriment aussi leur solidarité avec ceux qui souffrent plus encore. Enfin, ici, des hommes et des femmes qui ne se côtoient jamais se rencontrent et dialoguent. Ils scellent ensemble une alliance au grand jour entre des hommes et des femmes venus de mondes très différents, mais qui désirent passionnément partager ce qu'ils savent, ce qu'ils aiment. Le marbre qu'ils ont gravé ensemble symbolise cette alliance. Il vient d'être posé à Paris, place du Trocadéro, témoin de l'engagement de tous. Dans une cité pauvre à Paris, c'est un pianiste qui vient à la rencontre des habitants. Ailleurs, ce sera un informaticien ou un artisan, ou alors encore des médecins ou des jeunes. Partout, la même énergie, la même conviction. C'est dans l'engagement de l'homme et le partage de tous les savoirs que se trouve la vraie solidarité, celle qui permettra de vaincre l'exclusion et d'ouvrir un avenir pour tous.
Le 17 octobre 1987, conviés par le père Joseph Wrezinski, ils sont 100 000, venus de tous les pays du monde, pour rendre hommage pour la première fois dans l'histoire aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Riches et pauvres, ils sont 100 000 défenseurs des droits de l'homme, pour affirmer leur conviction que la misère n'est pas fatale. 100 000. Ils proclament leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour détruire la misère. Au cœur de Paris, sur le parvis des libertés, des droits de l'homme et du citoyen, là même où, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme avait été signée, une dalle est dévoilée, en présence de nombreuses personnalités. Cette dalle de marbre que nous avons vu construire et graver rappelle à jamais la vie de tous ceux qui sont rejetés, oubliés et méprisés dans le monde. Millions d'hommes, millions et millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de faim et de misère et dont nous sommes les héritiers. Vous qui étiez des vivants, ce n'est pas votre mort que j'évoque aujourd'hui en ce parvis de liberté, des droits de l'homme et du citoyen. C'est de votre vie dont je témoigne. Je suis prêtre. C'est mon évêque qui m'envoya au camp de Noisy-le-Grand, dans la banlieue parisienne. J'y suis venu pour la première fois le 14 juillet 1956. Les familles que j'y rencontrais me rappelèrent la misère de ma mère. Les enfants qui m'assaillirent dès ce premier instant, c'étaient mes frères, c'était ma sœur, c'était moi, 40 ans plus tôt, rue Saint-Jacques, à Angers. Depuis, les familles de ce camp ont inspiré tout ce que j'ai entrepris pour leur libération. Elles m'ont saisi, elles m'ont habité, elles m'ont entraîné, elles m'ont poussé à créer avec elles le mouvement. Elles se sont donné une identité en se forgeant un nom, celui de Carmonde. En ce 14 juillet 1956, j'étais entré dans le malheur. C'est ce jour-là que je me promis de révéler ces familles à la société, d'obtenir pour elles des logements décents, du travail pour les adultes, un métier pour les jeunes, et pour les enfants, des écoles où l'on apprend enfin. Ce fut aussi ce jour-là que je décidai du chemin qu'il me faudrait prendre pour que les familles aient une place reconnue et respectée dans le monde. Je devrais leur faire gravir les marches de l'UNESCO, de l'ONU, de l'UNICEF, du Conseil de l'Europe, du Vatican et du BIT pour y faire entendre leur voix. Grâce aux familles, je suis allé jusqu'au bout de cette route. Grâce aussi à des hommes et des femmes qui sont venus nous rejoindre.
Père Joseph, vous êtes le président directeur général et fondateur de l'aide à toutes les détresses. Depuis combien de temps ce mouvement existe-t-il? D'abord, je ne suis pas le PDG de l'aide à toutes les détresses, pour commencer, il faut vous dire. Le mouvement a commencé, si je veux être exact, il a commencé quand j'avais 5 ans. J'ai bien compris que tout ce que je pourrais faire, eh bien, ne servirait à rien s'il n'y avait pas un mouvement qui se donnerait comme objectif fondamental la destruction, n'est-ce pas, de la misère au milieu des gens les plus exclus. Je ne vais pas non plus faire une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. Ce que je sentais profondément en moi-même et que je croyais absolument nécessaire, c'était de donner aux hommes les possibilités de leur libération par le savoir, par la connaissance. Et du fait que je parlais savoir, je parlais bibliothèque, je parlais jardin d'enfants, je parlais rapprochement scolaire. Témoigne de vous, pauvres de tous les temps, et encore d'aujourd'hui, happés par les chemins, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis. Travailleurs sans métier, écrasés en tout temps par le labeur, travailleurs dont les mains en ces jours ne servent plus à rien. Millions d'hommes et de femmes et d'enfants dont les cœurs à grands coups battent encore pour lutter, dont l'esprit se révolte contre l'injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige le droit à l'inestimable dignité. Je témoigne de vous pour que les hommes enfin tiennent raison de l'homme et refusent à jamais de la misère la fatalité.